Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de ce cours de topologie. Si vous continuez à le suivre, j'imagine c'est parce qu'il vous plaît, en tout cas j'espère. Il va sans dire que j'attends de vous d'avoir regardé les épisodes précédents pour pouvoir suivre celui-là, hein. Sinon vous regardez comme d'habitude à vos risques et périls. Alors, de quoi on va parler dans ces vidéos? Alors en fait, on va parler d'ouvert et fermé dans un espace métrique. J'ai coupé en deux pour que ce soit un peu plus digeste. Donc première partie, les ouverts. Deuxième partie, les fermés, mais je vous ai mis le plan du chapitre complet, hein. Donc on va parler d'ouvert, on va faire plein d'exemples et leurs propriétés. Ensuite, on va faire des fermés, propriétés, des boules ouvertes, on va parler des boules fermées. Et on va voir le rapport entre fermé et suite. Donc voilà, ça ce sera dans la vidéo suivante. Mais comme ça, vous avez un petit peu le menu. Si vous connaissez tout ça, vous pouvez déjà passer au chapitre suivant, chapitre 4. Allons-y. Alors, je vous ai dit de regarder avant, mais comme je suis un mec sympa et que j'ai envie que vous puissiez suivre quand même, je vous donne quand même la base de la base. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une distance. Une distance sur un ensemble E, c'est une application qui vérifie trois axiomes. La symétrie, le fait que si la distance de x à y vaut 0, c'est seulement si x égale y. Et puis l'inégalité triangulaire. Et donc un espace métrique, c'est un ensemble muni d'une distance comme ça. Et un cas particulier, ce sont les espaces vectoriels normés, puisqu'on peut toujours définir une distance, un espace vectoriel normé, en posant d de x, y égale norme de x moins y. Donc ça généralise les espaces vectoriels normés. Et puis les définitions des boules ouvertes et boules fermées sont importantes. Dès qu'on a une distance, la boule ouverte de centre x et de rayon R, c'est l'ensemble des y dont la distance entre x et y est plus petite que R, strictement. Et la boule fermée, c'est inférieur ou égal à R. Voilà, donc ça c'est des choses que je vais utiliser abondamment, donc je voulais quand même vous les rappeler. Mais si vous n'avez pas regardé ce qui précède, c'est pas bien. Ok, alors, donc, Quentin ouvert, je vais traiter que celle-là dans cette vidéo, hein. Ok. Donc, soit donc un espace métrique et O une partie de E. Alors, on dira que O est une partie ouverte ou que O est un ouvert de E. Si et seulement si, pour tout x dans E, si x est dans O, alors il existe une boule de centre x et de rayon R, une boule ouverte de centre x et de rayon R qui est inclus dans O. Alors j'ai fait un petit dessin pour essayer de visualiser. Je prends E, une partie O. Qu'est-ce que ça veut dire que O est ouvert? C'est-à-dire que si je prends un x n'importe où dans O, alors il existe une petite boule ouverte autour de x qui est inclus dans O. Et ça doit être vrai pour tous les éléments de O. D'accord? N'importe où que je prends un élément dans O, il doit y avoir une petite boule ouverte, d'accord, de E, complètement inclus dans O. Du coup, c'est aussi une boule de O, mais bon. Ok, voilà. Ça, c'est la définition. Okay, donc au début, ça ne nous parle pas forcément, et le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous ayez une meilleure idée, vous ayez des exemples, vous arriviez un peu mieux à visualiser ce que ça peut être qu'un ouvert, hein. Ok. Alors par exemple, dans R, qu'est-ce que ça veut dire? Une petite boule ouverte, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est un intervalle x moins r, x plus r. Ça, c'est la boule de centre x et de rayon R. Ok. Et donc, pour que O soit un ouvert de R, eh ben, il faut que pour n'importe quel x dans O, il existe un R strictement positif, tel que x moins r, x plus r, soit inclus dans O. Ok, hein, pourquoi strictement positif? Parce qu'il faut que x soit dedans, hein, d'accord? Il faut que la boule contienne x et soit inclus dans O. C'est pas l'ensemble vide, quoi. Ok, alors on va commencer par un exemple. Du coup, est-ce que Z, avec cette définition, vous pensez que c'est un ouvert de R? Réfléchissez, mettez sur pause avant de regarder la vidéo quand je pose des questions, hein. Prenez cette habitude, c'est vachement important. En cours, je m'arrête, je laisse les étudiants réfléchir pendant au moins 2 minutes, hein. On va avoir 3 hein, là-dessus, hein. Donc si vous voulez vraiment profiter, essayez de réfléchir vous-même avant de regarder la solution. Donc, Z est un ouvert de R, ça voudrait dire que si je prends un élément dans Z, donc un petit n quelque part, enfin, quel que soit le petit n que je prends dans Z, il doit exister un petit r tel que l'intervalle n-r, n plus r, n'est pas inclus dans Z. Mais là, c'est pas possible. Vous voyez, un petit intervalle autour de n, j'ai dessiné en bleu, il n'est pas inclus dans Z, il déborde forcément. Autour des entiers, et aussi proche que je veux, il y a des éléments qui ne sont pas des entiers. Donc, c'est pas possible d'avoir une boule ouverte comme ça inclus dans Z, donc Z n'est pas un ouvert de R. Parce que là, c'était pas très dur. Mais alors du coup, si je prends le complémentaire, si je prends les éléments qui ne sont pas des entiers, est-ce que c'est un ouvert? Bon, sur le dessin, on pourrait dire que ça se voit, mais si ça se voit, ça se démontre, hein. C'est toujours un peu le problème, quoi. Alors réfléchissez, toujours pareil, mettez sur pause et voir comment vous le prouveriez que c'est un ouvert. Alors l'astuce, c'est qu'il faut prendre donc un élément n'importe où, dans R privé de Z, donc j'ai pris un X, là, vous voyez, qui n'est pas un entier. Okay. Et il faut montrer qu'il existe une petite boule autour de lui. Ça se voit bien, mais d'accord, mais comment on le prouve? Alors du coup, l'astuce, c'est que j'ai pris la partie entière de x, donc vous voyez, c'est celui que j'ai mis en orange, là, qui est ici, là. C'est l'entier qui est juste avant x. Ok. Et après, pour R, j'ai pris quoi? Soit la distance entre x et sa partie entière, sur mon dessin, c'est ce qu'il faut, soit de l'autre côté, parce que je ne sais pas si x était plus proche de l'entier d'avant ou de l'entier d'après. Donc je prends le minimum entre la distance entre x et x et n plus 1. Vous voyez? Et si je prends R qui est là, forcément, la boule de centre x et de rayon R, elle est complètement inclue entre n et n plus 1. D'accord? Donc elle ne touche pas Z. La boule de centre x et de rayon R est strictement inclue dans l'intervalle ouvert n plus 1, elle ne touche pas les entiers.
Et donc elle est bien incluse dans R privé de Z, et donc ça me prouve, comme je l'ai fait ça pour n'importe quel élément de R privé de Z, ça prouve bien que R privé de Z est un ouvert. Alors maintenant Q. Q, est-ce que c'est un ouvert de R? Et puis R privé de Q. Pareil, mettez sur pause, réfléchissez avant. Et donc la réponse est non. Pourquoi? Parce que si je prends un intervalle quelconque AB, d'accord, un intervalle ouvert quelconque AB, donc x moins R, x plus R ou même pas, enfin n'importe quel, il y a toujours des éléments qui ne sont pas dans Q dedans. Okay, donc une petite boule ouverte ne sera jamais incluse dans Q parce que dans n'importe quel intervalle ouvert, il y a des irrationnels. Et dans n'importe quel intervalle ouvert, il y a des rationnels, donc elle ne sera jamais incluse dans R privé de Q non plus. Donc une boule ouverte inclue dans Q, inclue dans les irrationnels, c'est pas possible. Donc ni l'un ni l'autre sont des ouverts. Donc là, voilà, c'est un exemple, il faut savoir, c'est pas parce qu'un ensemble, on pourrait dire Z, c'est pas un ouvert, du coup, ce qu'on enlève, si on enlève Z, ça reste un ouvert, ben non. Là, voilà, ni l'un ni l'autre sont un ouvert. Alors ça, c'est démontré dans la vidéo des prérequis, si ça vous semble obscur, il y a une vidéo sur les prérequis pour suivre les cours de topo, et donc il y a notamment ce point-là. Comment on démontre de façon élémentaire qu'il y a des rationnels, des irrationnels dans tout intervalle réel. Ok. Alors le rectangle AB croix CD, donc là, vous voyez, il y a le tour, là, l'ensemble fermé, croix, l'ensemble CD. Est-ce que ça, c'est un ouvert de R2, à votre avis? Pareil, vous réfléchissez un peu. Eh bien, la réponse est non, parce que si je prends un point sur le bord, vous voyez, donc là, par exemple, un point dont l'abscisse est D, hop, donc, eh ben, du coup, si je prends une boule autour de X, ça va déborder. Alors, c'est pas une preuve rigoureuse, hein, parce qu'on n'en est pas encore là, mais c'est juste pour que vous ayez une image mentale, vous voyez, ça va pas être un ouvert. Si je prends le rectangle ouvert, ça va sans doute marcher, on va en reparler après. Mais si je prends le bord avec, si je prends un point sur le bord, dès que je fais une petite boule autour, ça ne peut pas être inclus dans le rectangle. Et donc, le rectangle fermé n'est pas un ouvert. C'est pour ça qu'on appelle rectangle fermé en même temps. Bon. Ok. Donc, non. Très bien. Voilà. Alors, d'autres exemples très simples. Si je prends R, c'est un ouvert de R. Ça, c'est de façon générale, E est un ouvert de E. Bah oui, quel que soit X dans E, il existe bien une boule ouverte. Si je prends la boule de centre X, c'est de rayon n'importe quoi. Enfin, et voilà, c'est bien inclus dans E, parce que tout est inclus dans E. Donc voilà, hein, la boule de centre X de rayon 1 est inclus dans E. Ok. Bref, donc au pire, ça se trouve, il n'y a peut-être que X dedans, mais en tout cas, il y a un ouvert. Donc voilà. R plus étoile, bah oui, vous voyez, les ouverts strictement positifs, je peux toujours prendre un petit intervalle. Si je prends un nombre strictement positif, il y a un petit intervalle autour de lui, inclus dans les nombres strictement positifs. Hein. Si je prends l'intervalle 0,1 ouvert, comme par hasard, il s'appelle 0,1 ouvert, bah oui, je prends un élément dans 0,1, il existe un petit intervalle, en l'occurrence 0,1, même je peux prendre complet, qui est inclus dans 0,1. Bon bref, donc ça c'est un ouvert ce sont des ouverts de R. Ok, jusque-là, tout va bien. Parce que 0,1 est une boule ouverte, hein, c'est la boule de centre 1,5 de rayon 1,5. Du coup, tous les éléments dedans sont inclus dans une boule ouverte. Ouais. Ok, alors on va généraliser tout ça, justement. Si je prends un espace métrique, je dis, voilà, si je prends une boule ouverte, c'est toujours un ouvert. D'où le nom. Une boule ouverte de E, c'est toujours un ouvert de E. Ok. Et réciproquement, un ouvert de E, c'est toujours une réunion de boules ouvertes de E. En fait. Donc, finalement, les boules ouvertes, ça permet de générer tous les ouverts. Ok. Donc, un ouvert n'est pas toujours une boule ouverte, ça peut être deux boules ouvertes. Vous voyez, si je prends 0,1 et plus loin 3, 4, ça reste un ouvert. Mais ce n'est pas une boule ouverte. Si j'en prends deux, quoi. Voilà. Bon, bref. Donc, on va essayer de démontrer ça. Essayez de le faire, c'est toujours pareil. Ça peut être pas mal. Mes étudiants, je leur demande d'essayer de faire la preuve de ça avant de se lancer. Quoi. Que ça peut vous aider à la mémoriser, à bien comprendre. Donc, et vraiment, je vous incite à essayer de trouver la preuve de ça tout seul. Quoi. Ok, alors allons-y. Donc, il faut déjà démontrer qu'une boule ouverte, c'est un ouvert. Ok. Donc, voilà. Donc, on pourrait se dire, voilà, je prends, je prends un élément dedans. Il faut montrer qu'il y a une boule ouverte qui est inclus dans cette boule ouverte qui le contient. Mais sauf que c'est une boule ouverte centrée en le point. Attention, c'est ça le piège. C'est que je ne peux pas prendre celle-là pour tous. Je peux dire, c'est évident que c'est une boule ouverte parce que je prends un point qui est dedans. D'accord. Je ne peux pas prendre cette boule-là pour tout le monde. Parce qu'il faut trouver une boule centrée au point qui est inclus dedans. Donc en pratique, comment ça se passe? Donc si je prends X, voilà, un élément de ma boule de centre C de rayon R, il faut que je trouve une boule autour de X, ouverte, qui est incluse dans cette boule-là. Alors vous avez deviné le rayon, le rayon c'est très simple, hein. Je prends le rayon de la boule, la grande, moins la distance entre C et X, j'appelle ça grand R. Et donc si je trace la boule de centre X et de rayon grand R, vous voyez, ça va jusqu'au bord, j'aurais pu prendre R sur 2 si j'avais voulu faire le malin, enfin, mais aucun intérêt, comme c'est des boules ouvertes, même grand R ça marche. Donc là, du coup ça fait tangent sur le dessin, mais, vous voyez, mais bon. Du coup, si je prends un Y n'importe où dans cette boule-là, de centre X et de rayon grand R, il faut que je démontre qu'il est bien dans la boule de centre petit c et de rayon petit r. Et puis c'est une connerie que l'inégalité triangulaire. Hein. Donc si je prends Y là dans la boule bleue, la distance de Y à C,
c'est plus petit que la distance de y à x plus la distance de x à c, et puis ça tombe bien, la distance de y à x, elle est plus petite que petit r moins distance de x à c. Donc ça, c'est plus petit que petit r. D'accord? Distance de y à x est plus petit que grand R. Grand R, c'est ça. Ah, c'est petit r moins distance de x à c, plus distance à x à c, ça fait petit r. Ok, c'est fait pour. Là, pour le coup, le dessin, ça aide à visualiser. Mais c'est la preuve, elle est là. Elle n'est pas dans le dessin, on est bien d'accord. Hein, parce que les dessins des boules, vous avez vu, c'est compliqué. Ok, très bien. Et donc, la boule de centre X et de rayon R, bah, elle est incluse dans la boule de centre C de rayon R. Donc, quel que soit petit x dans cette boule, il y a bien une boule centrée en X qui est inclue dans celle-là. Donc, la boule ouverte est bien un ouvert. Et c'est heureux. Maintenant, il faut démontrer le deuxième point. Alors, donc, prenons un ouvert de E, voilà, un truc qui a une forme... c'est pas une boule, quoi. Et comment on va démontrer? Ça, c'est la partie la plus dure. Hein. Comment on démontrer que ce truc-là est une réunion de boules? Il faut les trouver, les boules. Alors, l'astuce, c'est que, on sait que comme c'est un ouvert, si je prends un x1, x2, x3, enfin des points n'importe où dans O, à chaque fois, il contient une boule ouverte autour de x1, une boule ouverte autour de x2, une boule ouverte autour de x3. D'accord? Qui sont inclus dans O, toutes ces boules-là. OK? Donc, quel que soit x dans O, il existe un rayon Rx, donc qui dépend de x, tel que la boule de centre X de rayon Rx est inclus dans O. Je t'ai fait 3 exemples. Ça marche tout le temps. Du coup, tous ces ensembles sont inclus dans O, la réunion de tous ces ensembles est inclue dans O. Donc la réunion de toutes ces boules ouvertes là est bien incluse dans O. Donc j'ai plein de boules ouvertes qui... Et pourquoi ça remplit tout O? Parce que chaque boule ouverte contient X. Et j'ai fait l'union pour tout X dans O. Donc chaque élément de O, je l'ai pris, bim, il est dans une boule. Donc tout O est inclus dans la réunion des boules. C'est juste la réunion des centres, c'est bien inclus dans la réunion des boules. D'accord? Donc O est égal à la réunion de toutes ces boules-là. Et voilà. Donc j'ai bien trouvé que... Alors il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup trop. Hein. Je pourrais en prendre beaucoup, beaucoup moins. Là j'y vais comme un barbare, mais je m'en moque, c'est une réunion de boules ouvertes. Ok? Voilà, voilà. Donc on a prouvé le résultat. Ok. Alors maintenant on va voir les propriétés des ouverts. Alors ça c'est vraiment essentiel, parce que vous verrez plus tard, ça nous permet de généraliser la notion d'ouvert, même à l'ensemble où on n'a pas de distance. Le Graal, l'espace topologique. Bon bref. Alors, donc prenons un espace métrique, on va regarder un peu quelles sont les propriétés de ces ensembles ouverts. Première propriété, si je prends une famille d'ouverts quelconque, infini ou fini, dénombrable ou même pas dénombrable, je prends plein d'ouverts dans tous les sens, bref. Alors la réunion de tout ça, c'est un ouvert. Toujours. Et la preuve, essayez de la faire vous-même, parce que vraiment c'est pas dur, si vous avez compris. Essayez de le faire. C'est vraiment important pour bien mémoriser cette règle. Hop, et donc, voilà, si je prends X qui est dans la réunion de tous les OI, si je suis dans une réunion d'ensemble, je suis dans un des ensembles. Il existe un cas quelque part dans I tel que X appartient à OK. Okay, donc il existe une partie où là j'ai plein d'ouverts dans tous les sens, X est dans celui-là, il y a une boule autour de X qui est inclue dans celui-là. Mais du coup, si elle est inclue dans un des OI, elle est inclue dans la réunion de tous les OI. Voilà. Donc la boule de centre X de rayon R est inclue dans OK, qui est inclue dans la réunion de tous les OI, donc elle est inclue dans la réunion, et donc la réunion est un ouvert. C'était pas dur quand même. Et hein, si vous avez essayé, vous avez trouvé quoi. Alors, un petit peu plus subtil, donc vraiment regardez, essayez de le faire celui-là, vraiment c'est important. Si U et V sont deux ouverts, alors l'intersection de U et V, c'est un ouvert. Donc j'ai fait un petit dessin, ouais. U, V. Pourquoi l'intersection de U et V, ce qui est en vert, c'est aussi un ouvert? Alors, vraiment c'est important que vous essayiez, hein. C'est pour ça que je vous laisse du temps, mais on y va. Alors, si je prends X qui est dans U inter V, bon, il faut que je démontre qu'il existe une boule qui est inclue dans U inter V, une boule ouverte, qui est inclue dans U et dans V. Bon alors, U et V sont les ouverts, donc je sais qu'il existe des boules de U qui sont incluses dans U et des boules qui sont incluses dans V. Alors, prenons-en, donc je sais qu'il existe un rayon R1, tel que la boule de centre X et de rayon R1 est inclue dans U. Ouais, j'en ai fait une, là, elle est bien inclue dans le rose, mais elle déborde de l'intersection. D'accord? Et puis, je pourrais en prendre une autre dans V, mais peut-être qu'elle déborderait aussi de l'intersection. Comment je peux savoir qu'il y a une boule qui est à la fois inclue dans U et à la fois inclue dans V? D'accord? Bon, pas grave. Prenons-en une autre, une boule de centre X et de rayon R2 qui est incluse dans V. Donc là, je prends une boule de centre X, d'accord? Voilà, qui est inclue dans V. Ça existe, ouais, j'ai dessiné, ok? La orange. Mais alors, là, c'est bizarre parce que ma orange, là, elle est bien dans U inter V. Mais du coup, est-ce que c'est forcément le cas? Est-ce qu'il y en a forcément une des deux qui est inclue dans l'intersection? Et la réponse est oui, parce que c'est la grosse astuce que je vous ai expliquée au début, c'est sur les boules ouvertes. Il y en a une des deux qui est de plus petit rayon que l'autre. Okay, hein, c'est deux boules centrées en X. Il y en a une, soit elles ont le même rayon, c'est les mêmes boules. D'accord? Auquel cas, tout va bien, elle est inclue dans l'intersection. Soit de toute façon, il y en a une dont le rayon est plus petit, donc qui est inclus dans l'autre.
C'était pour ce passage-là que c'était important de bien comprendre que si la boule de centre X de rayon R est inclue dans la boule de centre X de rayon grand R dès que grand R est plus grand. D'accord? Donc si je prends le plus petit des deux rayons, bah, si R, je ne sais pas c'est lequel, c'est R1 ou R2, le plus petit des deux, et ben du coup, la boule de centre X de rayon R, elle est incluse dans les deux, puisque elle est incluse dans U ou dans V, parce que je ne sais pas si c'est R1 ou R2, mais elle est incluse dans l'autre, qui était inclus dans l'autre, vous voyez? Si c'est R2, par exemple, bah, ok, elle est inclue dans V, et la bleue était inclue dans U. Et comme elle est inclue dans la bleue, elle est aussi donc inclue dans U. Donc elle est forcément dans l'intersection. Donc ce que j'ai fait sur mon dessin, je dis, ah tiens, c'est un coup de bol, la orange, elle est dans l'intersection, ça marche forcément. Puisque la orange, elle est inclue dans la bleue qui était inclue dans U, et par construction, la orange, elle est inclue dans V. Donc quand je prends une boule dans U, une boule dans V, vu qu'elles sont de même centre, il y en a une qui est inclue dans l'autre, et donc la plus petite, elle est inclue dans l'intersection. En gros. Je répète, pour bien que vous visualisiez le truc. C'est tout con, hein, mais il faut y penser. Ok? Donc, union d'ouvert, un ouvert, une intersection de deux ouverts, un ouvert. Et donc, question qu'on se pose, bah oui, mais une intersection de plein d'ouverts alors. Et donc, attention, une intersection de plein d'ouverts, c'est pas toujours un ouvert. On peut même, il y a même des résultats qui disent que, bref, les fermés sont des intersections d'ouverts. Enfin, bref, je vais pas vous perdre là-dessus, mais en tout cas, ça marche pas tout le temps. Alors, je donne un exemple tout con. Si on prend ON égale moins 1 sur N, 1 sur N, vous voyez, cet intervalle, c'est bien un intervalle ouvert. C'est une boule ouverte de centre O, de centre 0 de rayon 1 sur N. Donc c'est bien ouvert. Okay. L'intersection de tout ça, quels sont les points qui sont dans toutes les boules comme ça? Il n'y a que 0. Parce que dès qu'un nombre est strictement positif, au bout d'un moment, il n'est plus dans ON. Okay. Et strictement négatif, pareil. Donc l'intersection de tous les ON, c'est juste 0. Et 0, on l'a déjà vu, c'est pas un ouvert. Il n'y a pas de petit intervalle ouvert qui est inclus dans le singleton 0. D'accord? Donc tout ça sont les ouverts de R, et 0 n'est pas un ouvert de R. Hein, quel que soit AB, l'intervalle AB, il n'est pas inclus dans le singleton 0. Pas possible, avec A différente B. Enfin, à part si l'ensemble est vide, mais ça ne marche pas. Il faut quelque chose qui contienne 0, qui soit inclus dans un singleton 0, et qui soit un intervalle ouvert. Ce n'est pas possible. Ok? Donc une intersection d'ouvert, ce n'est pas toujours un ouvert. Pour 2, ça marche. Du coup, est-ce que ça marche que pour 2? Alors non. Attention, si ça marche pour 2, ça marche pour 3. Hein. Parce qu'une fois que j'ai fait avec les deux premiers, je fais avec le troisième, à l'intersection, bah, du coup, ça va être aussi dedans. Ça marche pour 3, ça marche pour 4. Et donc, en fait, ça marche pour toute intersection finie d'ouverts. Par une petite récurrence, pas très dure, par exemple, vous pouvez démontrer que si on prend un nombre fini d'ouverts, l'intersection de ces ouverts est un ouvert. Tout le temps. Mais pas infini. Oui. Même dénombrable, non, dès qu'il y en a un nombre infini, on ne peut pas savoir. Potentiellement, ce n'est pas du tout un ouvert. Voilà, voilà. Donc, la règle, c'est union quelconque, intersection finie. Important, ok? On verra pour les fermés, c'est le contraire. Donc. Bref, donc union d'ouvert, c'est toujours un ouvert. Intersection finie d'ouvert est un ouvert. Ok. Alors prenons des exemples. Par exemple, R privé de Z, on aurait pu dire directement que c'était la réunion des intervalles Nn plus 1, qui sont des boules ouvertes, de centre N plus 1,5 et de rayon 1,5. Donc ce sont des ouverts, tous ces intervalles ouverts. Et donc, du coup, l'union de tous ces ouverts, c'est un ouvert. Voilà, ça aurait été plus simple. Ensuite, imaginez, je prends le plan, j'enlève une droite. Alors là, à partir de là, je n'ai pas de démonstration rigoureuse à faire, on les fera plus tard. Quand on aura vu la notion de continuité, tout ça, on démontrera tout ça rigoureusement, mais déjà, j'aimerais bien que vous ayez une idée de ce que c'est qu'un ouvert de R2. Donc si je prends le plan, j'enlève une droite, bien que c'est un ouvert, si je prends un point qui passe sur la droite, je vais trouver une petite boule là, hein, qui est autour, qui est inclus dans R privé de la droite. Je vais prendre la distance du point à la droite, de prendre un rayon plus petit, et puis voilà. D'accord? Mais pour le moment, on admet. Ok? Pareil, si je prends une courbe continue, comme ça, on verra que si on enlève une courbe continue au plan, je prends un point qui n'est pas sur la courbe, il existe une petite boule autour qui ne touche pas la courbe, et donc c'est bien un ouvert. Ok? J'espère que vous visualisez un peu le truc. Hein. En gros, un ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas le bord, quoi. En gros. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, déjà, si vous avez cette image-là. Vous voyez, si je prends un produit de rectangle ABCD ouvert, je ne prends pas le tour, muni de la distance produit. Vous vous rappelez la distance produit, ça veut dire que la distance, je prends la distance par rapport au X et par rapport au Y. Hein. Donc là, c'est, voilà, bref, c'est la norme infinie si vous voulez. Enfin, reprenez les vidéos précédentes si vous n'avez pas vu. Du coup, là, une boule ouverte autour de X, ça veut dire que les coordonnées de X en X et en Y sont plus petites qu'une certaine valeur. Donc ça fait un petit carré ouvert comme ça autour de X. Ah, du coup, c'est bien inclus, donc c'est bien un ouvert. Okay. Pareil, s'il y en a 3, etc. Vous voyez, donc mes petits pavés, là, dans Rn, des produits cartésiens d'intervalles ouverts, donc d'ouverts de R, ça donne des ouverts de Rn. Ok? Donc voilà. Et d'ailleurs, on avait déjà vu, hein, c'est pareil que pour les espaces vectoriels normés, qu'un ouvert, enfin, bon bref. Je reviens pas trop là-dessus. Alors, soit E un espace métrique
Donc là, voilà le truc que je voudrais que vous visualisez bien. D'accord, le truc important, c'est ce qu'on ne voit pas dans les cours habituels de topologie. Vous voyez, ça c'est ma petite patte personnelle un petit peu. C'est qu'est-ce que ça signifie, comment on peut essayer de faire une image mentale d'un ouvert de façon un peu plus générale que de dire bah oui, c'est un ensemble où il n'y a pas le bord, quoi. Et bien en fait, dire que dans un espace quelconque, métrique, dire que les éléments d'un ensemble vérifient une propriété P, ceux qui vérifient P, les fonctions bornées, les fonctions croissantes, les suites qui tendent vers 0, les matrices de traces nulles, enfin bref, on va voir tout plein d'exemples. Donc dire l'ensemble des éléments de E qui vérifient telle propriété est un ouvert, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si on modifie un tout petit peu, on reste très proche, alors la propriété est encore vraie. Hein, ça veut dire que la propriété P, elle est stable si on fait des petites modifications sur notre ensemble. Vous voyez, par exemple, bah, une fonction, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire pour les fonctions, c'est un peu compliqué, je ne vois pas d'exemple en tête, mais par exemple, si f de x est strictement positif en un point, par exemple, f de x égale 1, bah, si je bouge un tout petit peu x, f de x, et que f est continu, f de x va être strictement positif. On ne peut pas passer de strictement positif à 0 infiniment proche, vous voyez, ce genre de truc. Bon, on va voir plein d'exemples. C'est-à-dire, si je modifie très légèrement, okay, alors la probabilité est encore vraie. Alors je donne tout de suite des exemples. Donc ça veut dire que si x vérifie P, alors tous les éléments de assez proches de x, une petite boule ouverte autour de x, vérifient également P. Ok, alors par exemple, tout de suite, voilà, les matrices inversibles, c'est un ouvert de Mn de R. Alors si je prends une matrice inversible, ce que je prétends, c'est que je modifie les coefficients un tout petit peu, elle va rester inversible. Quelle que soit la façon que je modifie les coefficients un petit peu, ça va rester inversible. Il y a une petite boule ouverte, oui. Tant que l'écart entre tous les coefficients, ça va être à epsilon près, ça va être avec la matrice de départ, eh ben, je vais obtenir une matrice inversible. Et donc, là, je prends de l'avance sur le cours, forcément, pour pouvoir vous le justifier, mais on le verra plus tard. Bah, la raison, c'est parce qu'en fait, si je prends une matrice inversible, son déterminant est non nul. Et son déterminant, on verra que c'est une application continue. Pourquoi? Parce que c'est polynomial en les coefficients de A, vous le savez, c'est un des produits, des sommes de produits d'éléments de A, avec des signes, mais enfin bon. Donc, si on modifie très légèrement les coefficients de A, le déterminant modifie très légèrement. C'est une application continue. Et comme je vous l'ai dit juste avant, si une application continue prend une valeur strictement positive, eh ben, pour toutes les valeurs assez proches, elle reste strictement positive. Elle ne peut pas passer directement à 0 à un coup direct, quoi, parce qu'elle est continue. Et donc, vous voyez, si le déterminant de A c'est 1, eh ben, je vais trouver des petites modifications où le déterminant il sera plus grand que 1,5. Ok, tout le temps. Et donc, une boule ouverte de matrice inversible autour de ma matrice inversible. Donc, voilà. Donc, on verra la justification de ça plus tard. Hein. Mais donc voilà, donc si A est assez proche si B est assez proche de A, eh ben, le déterminant de B est aussi non nul et donc B est aussi inversible. Donc les matrices inversibles, c'est un ouvert. Ok. Intéressant. En tout cas pour R et C, hein, parce que pour les corps bizarres, bon. Alors maintenant, prenons les matrices pas inversibles, par exemple. Donc les matrices inversibles, c'est un ouvert. Mais les matrices pas inversibles, est-ce que c'est un ouvert aussi? Est-ce que si je ne suis pas inversible, est-ce que les petites matrices autour de moi ne sont pas inversibles non plus? Alors ça c'est faux, parce que comment j'ai fait pour le voir? Parce que regardez, je prends la suite de matrices 1 sur K fois identité. Donc ça veut dire une matrice diagonale, je mets 1 sur K, 1 sur K, 1 sur K, 1 sur K sur la diagonale. Du coup, quand K tend à plus l'infini, chaque coefficient tend vers 0, tous les autres sont égaux à 0, donc ça tombe bien vers la matrice nulle. Hein. Je vous rappelle, convergence d'une suite de matrices, tous les coefficients convergent. Bon, là, tous les coefficients convergent vers 0. Ma matrice tend vers la matrice nulle, qui est clairement pas inversible. Et eux, par contre, 1 sur K identité, ils sont tous inversibles. L'inverse, c'est K identité. Okay, donc, j'ai une suite de matrices inversibles qui convergent vers une matrice qui n'est pas inversible. Alors, rappelez-vous la définition d'une suite. Ça veut dire que dans toute boule autour de la matrice nulle, au bout d'un moment, tous les termes de la suite sont dedans. Donc, si je prends une boule aussi petite que je veux autour de la matrice nulle, qui n'est pas inversible, il y a des matrices inversibles dedans, puisqu'il y a les termes de la suite qui convergent vers elle. D'accord? Donc, il n'y a pas de boule inclus dans les matrices pas inversibles. Donc, ce n'est pas un ouvert. Oui. Donc, les matrices pas inversibles, par contre, ce n'est pas un ouvert. OK. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, d'autres exemples pour bien se retourner le cerveau, pour bien réfléchir. Si je prends les polynômes P, d'accord, munis de la norme infinie. Alors, je vous rappelle, la norme infinie, ce n'est pas la norme infinie sur les fonctions, hein, c'est le maximum des coefficients, des modules des coefficients. Si K, c'est C. K, c'est R ou C. Donc, si le polynôme, c'est somme des AI xi pour i allant de 0 à n, c'est le max de valeur absolue de A0, valeur absolue de A1, valeur absolue de AN, ou module si on est sur C1. Ok, donc c'est ça la norme infinie de P. Le plus grand module des coefficients. Le max des modules des coefficients. Quoi. Et donc l'ensemble des polynômes munis de cette norme-là, tel que P de 1 est égal à 0, qui s'annule en 1, est-ce que c'est un ouvert? Alors là,
Il faut réfléchir un petit peu. Est-ce que, vous voyez, si je prends un polynôme, ok, il s'annule en 1. Je modifie un tout petit peu les coefficients, est-ce qu'il continue à s'annuler en 1? Bon, normalement, vous devez voir que si j'ajoute juste epsilon au terme constant, ça ne s'annule plus en 1. Vous voyez, bon bref. Donc si j'ai un polynôme p qui s'annule en 1 et j'appelle q epsilon p plus le nombre epsilon, donc j'ajoute un tout petit epsilon, mais du coup q de 1 c'est epsilon, c'est plus 0. Et la norme infinie de q epsilon moins p, c'est epsilon, puisque tous les coefficients sont égaux, sauf le coefficient constant auquel j'ai ajouté epsilon, donc l'écart entre les deux, le maximum c'est epsilon. Donc j'obtiens bien que deux polynômes qui sont proches à epsilon près, mais donc voilà. Aussi proche que je veux de p, il existe q epsilon. P de 1 égale 0 et q d'epsilon de 1 n'est pas égal à 0, donc c'est pas un ouvert. Alors j'aurais pu me contenter de prendre le polynôme nul, tel que en 1 il s'annule, et de dire que q epsilon n'est pas dedans. Donc j'aurais dit, voilà, pour le polynôme nul, il n'y a pas de boule inclus, mais là j'ai même montré pour n'importe quel polynôme qui vérifie ça, il n'y a jamais de boule inclus. C'est plus fort que de dire que tous les points sont. Il n'y a pas une boule pour tous les points, c'est pour tous les points, il n'y a pas de boule. Donc là, c'est encore plus fort. Donc c'est vraiment pas un ouvert. Ensuite, l'ensemble des matrices de traces différentes de 1. Bon, est-ce que ça, c'est un ouvert? Matrice carrée dans R, dont la trace ne fait pas 1. Eh bien, si on réfléchit un peu, et je vous incite à le faire avant, toujours, eh bien, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je définis... donc la trace, il y a un écart avec la trace et 1. D'accord? Donc cet écart, voilà, je ne sais pas combien il vaut, il y a un certain écart entre la trace et 1. Et bien, si je divise par n, parce que je vais modifier chaque coefficient de la diagonale de ce petit écart, il ne faut pas que ça puisse faire 1 la somme. Et donc simplement, je prends l'écart entre chaque élément de B et de A, plus petit qu'epsilon. Donc je prends une matrice dans la boule de centre A de rayon epsilon pour la norme infinie, c'est-à-dire tous les coefficients, l'écart entre tous les coefficients plus petit qu'epsilon. Ok. Voilà. Donc, ou même en l'occurrence, je prends la matrice de départ, ajouter epsilon à tous les coefficients. Alors, ou Q à la diagonale, enfin bref, si epsilon est assez petit, donc plus petit que l'écart entre la trace et 1 divisé par n, et bien alors forcément la trace de B sera encore différente de 1. D'accord? Puisque je ne peux pas arriver à 1 en ajoutant n fois des nombres qui sont plus petits que l'écart divisé par n, donc du coup, voilà, bref. Donc j'espère que vous visualisez. Donc c'était bien un ouvert. Vous voyez? Si je modifie très très légèrement les coefficients de la diagonale, si ce n'était pas 1, ça va rester pas 1. Hop. Donc, maintenant, prenons les fonctions continues de 0 à 1 dans R. Je prends plein d'exemples différents pour visualiser un peu. Menu de la norme infinie, donc c'est des fonctions bornées, parce que vous le savez, d'après le théorème des bornes, si je suis continu de 0 à 1 dans R, je suis forcément borné. Et donc, le sub des valeurs absolues de f de x, j'appelle ça norme infinie de x. Ok, donc c'est une norme sur cet espace vectoriel, qui est un espace vectoriel normé, tout ça. L'ensemble des applications de E strictement croissantes est-il un ouvert? Alors, vous réfléchissez encore un petit peu avant de réfléchir, avant de le faire. Voilà, des fonctions qui sont strictement croissantes. Est-ce que si je prends une fonction f très très proche d'une fonction strictement croissante, elle est strictement croissante? Bon, alors posé comme ça, normalement vous avez vu que non. Je donne un exemple, je prends la fonction x2, je vais trouver des fonctions de plus en plus proches de x2, hop, par exemple celles qui sont constantes sur un moment et qui sont égales à x2, constantes sur un tout petit intervalle de plus en plus petit et égales à x2, d'accord, qui tendent en norme infinie. Vous voyez l'écart à chaque fois entre ma fonction f là, que je définis qui est égale à epsilon au carré pour x entre 0 et epsilon, et puis après qui est égal à x2, l'écart entre les deux, là, c'est epsilon au carré, d'accord? Donc c'est vraiment tout petit. En norme infinie, l'écart entre f epsilon et f, il tend vers 0, alors qu'elle n'est jamais strictement croissante. On va dire oui, elle est croissante quand même. Oui, mais j'aurais pu le prendre qui descend très légèrement au début si j'avais voulu. Enfin bref. Donc non, on peut trouver des fonctions, vous voyez bien, même j'aurais pu faire oscillantes, enfin bref, des fonctions très très proches de x2, mais qui ne sont pas tout le temps croissantes, en fait, c'est largement possible, quoi. Donc non, c'est pas un ouvert, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Le piège, c'est le strictement. On dit oui, strictement, ça fait un peu boule ouverte, tout ça, on a l'impression que c'est un ouvert, mais en fait, pas du tout. Bon, voilà. Donc, c'en est pas. Ok. Alors, prenons un espace vectoriel normé, ok, pourquoi pas. Est-ce que je peux avoir un sous-espace vectoriel qui est un ouvert? Question marrante. D'accord, est-ce que c'est possible d'avoir un sous-espace vectoriel qui est un ouvert? Alors, la réponse est non. Enfin, sous-espace vectoriel strict ne soit pas égal à tout l'ensemble, en fait. La réponse est non, parce que, regardez, si je prends un sous-espace vectoriel f qui contient une boule de rayon strictement positif égale à E, donc, ok. Donc, imaginez que ce soit le cas. Hein, si c'est un ouvert, l'espace vectoriel, ça veut dire que il contient une boule. Chaque point de l'espace vectoriel contient une boule qui est inclue dans l'espace vectoriel.
c'est la définition. Okay, donc, je prends la boule de centre X de rayon R qui est inclus dans F. Alors, si je soustrais X, je vois que du coup, si je prends X, il est dans F, hein, le centre de la boule, donc je fais moins X, ça reste dans F. Hein, et je trouve que la boule de centre vecteur nul et de rayon R doit être aussi inclus dans F. C'est plus simple, vous voyez, si j'ai une boule inclus dans F, F il est stable par translation, hein, donc la boule je la ramène au vecteur nul, elle doit être aussi inclus dans F. Hein. Donc sur le dessin on voit que ça ne va pas, mais le dessin il est en dimension finie, c'est un plan machin, en dimension infinie on ne sait pas, ça pourrait faire des trucs très bizarres. Bon bref, donc imaginons que j'ai un espace qui contienne une boule de centre vecteur nul et de rayon R. Je prends un élément Y n'importe où dans E. N'importe où. Alors, regardez bien, en multipliant Y par un nombre tout petit, je vais réussir à le faire rentrer dans la boule de centre le vecteur nul et de rayon R. Il suffit que je multiplie par R sur 2 norme de Y. Pourquoi? Parce que la norme de R sur 2 norme de Y fois Y, norme de tout ça, ça fait norme de Y fois ce nombre, ça fait R sur 2. Donc, la distance, donc la norme de cet élément-là, c'est R sur 2, donc cet élément-là est bien dans la boule de centre vecteur nul et de rayon R. R sur 2 est plus petit que R. Ok, parce que R est strictement positif, hein. Sinon c'est la boule vide, ça elle est inclus dans F. Hein. Ok, du coup, ce nombre-là est dans F, du coup je le multiplie par l'inverse, je le multiplie par 2 normes de Y sur R, ça reste dans F, parce que F est un espace vectoriel, donc si on est dans F, si un élément est dans F, quelque part, toute la droite est incluse dans F, puisque c'est un espace vectoriel, c'est stable par multiplication par un scalaire. Donc si je prends Y n'importe où, je le divise, ça tombe dans F, mais du coup quand je le remets, c'est que c'était dans F au début. Et donc n'importe quel élément de E est dans F. Donc F n'est pas un sous-espace vectoriel strict de E. Donc vous voyez déjà ça, c'est pas possible. On verra que souvent les espaces vectoriels fermés stricts, les espaces vectoriels stricts c'est les fermés, qu'on aura défini ça. Mais en tout cas, c'est jamais les ouverts. Ou alors c'est tout l'ensemble. Voilà, voilà. Ok. Eh bien donc je vous dis que c'est tout pour cette partie. Voilà, donc je vous incite à tout de suite aller voir la suite pour aller voir les fermés et voir toutes les belles choses qu'on peut faire maintenant sur les fermés. Allez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Hop, merci aux tipeurs. Donc voilà, une petite scène post-crédit. Voilà, je vous remercie de suivre ces vidéos. Juste pour l'anecdote, j'ai une superbe entorse au pied là qui fait que je boite, mais j'ai quand même fait la vidéo. Alors certains vont dire que je suis un héros de... Voilà, j'ai pas dû trop bouger sur ces vidéos là parce que j'hésitais un peu à me déplacer pour aller montrer les trucs là parce que voilà, je suis vraiment handicapé. Bon, ça va, hein, en vrai, j'ai mal mais c'est supportable. Hein. Et donc il y a des cons qui vont dire que je suis débile comme ma femme. Enfin ma femme est pas conne. Mais ma femme elle va dire t'es débile de faire ça parce que tu devrais mieux te reposer ta cheville pour pas que ça s'aggrave. Et il y a d'autres qui vont dire c'est un héros de faire ça pour l'amour des maths et tout. Bon, enfin bref, non en vrai c'est que le studio c'est dur de l'avoir. Mourad il était prévenu, il était là et il n'a pas beaucoup de journées dans l'année qu'il peut me consacrer donc ça me saoulait d'en gâcher une en vrai. Donc voilà, parce qu'après je prends du retard et machin et truc. Donc bon, dans la vie, il faut avoir des priorités et c'est pas une bonne idée d'avoir forcément une priorité sur ce truc là. Parce qu'en fait, là, je me rends compte, ça se voit pas sur la vidéo, mais là je suis sur une jambe en fait. Oui, je suis sur un pied là. Hop. Donc voilà. Mais voilà, là j'ai réussi à la faire sur un pied, donc bon, je commence à avoir mal un peu partout, donc je vais m'arrêter là. Là je vais arrêter d'en tourner aujourd'hui, puis de toute façon il est tard. Mais bref, voilà, c'est juste pour vous raconter l'anecdote. Après vous allez dire, est-ce que vous êtes team débile ou team héros? À vous de voir. Bon, enfin bref, allez, je vous fais des bisous à tous. Et puis je m'arrête maintenant. À bientôt, ciao.